C'est le journal du télétravail. On dit que le code du travail français est très, voire trop complet, mais le code du télétravail, lui, n'existe pas. Alors cette pratique de plus en plus répandue est-elle encadrée par les textes ? Si oui, de quelle manière ? Dans quelles limites ? Et l'est-elle suffisamment ? Et si non, que faudrait-il faire pour remédier à cela et adapter le code aux nouvelles pratiques ? Cela fait beaucoup de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans ce nouvel épisode du journal du télétravail. Et celui qui va nous aider à résoudre cette énigme, à s'attaquer à cette épineuse question, vous le connaissez si vous êtes un lecteur du magazine Management, c'est Maître Lucien Flamand. Bonjour. Bonjour. Maître Flamand, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du travail. Ça tombe plutôt bien pour le sujet qui nous occupe et plus globalement pour ce podcast. Allons-y franco, le droit du télétravail, ça n'existe pas ? Ah si, un petit peu quand même, parce qu'on a quand même dans le Code du travail toute une série de dispositions qui nous expliquent à quelles conditions est-ce qu'on peut avoir recours au télétravail et qui nous donnent quelques règles de base. On a aussi des textes conventionnels, il y a un accord national interprofessionnel et il peut y avoir des dispositions dans les conventions collectives. Mais vous avez raison, hormis ces dispositions et puis le cas échéant la jurisprudence qui va apporter des précisions, hormis ces dispositions qui sont finalement pas très nombreuses, finalement c'est le droit, c'est le code du travail, c'est le droit du travail qui va s'appliquer au télétravail, ce qui du coup dans un certain nombre de cas pose des questions pratiques ou juridiques auxquelles on n'a pas toujours forcément toutes les réponses. Eh oui, parce que le télétravail se développe et est amené à continuer à se développer, puisqu'on sait qu'en plus en France, par rapport à d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde, on n'est pas ceux qui télétravaillons le plus pour le moment, malgré la récente pandémie qui nous a amené à le pratiquer de manière beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée. Alors, si je vous pose des questions vraiment très bêtes, très simples, est-ce qu'on sait y répondre ? Est-ce que le législateur y a pensé ? Est-ce que des ressources humaines, un assureur, un employeur savent y répondre ? Une question simple, par exemple, Maître Flamand. Je fais du télétravail, je suis chez moi, j'ai un accident, un problème dans ma cuisine pendant mes heures de travail. Qui va être responsable ? Quelle assurance va devoir gérer tout cela ? Celle de mon employeur ou la mienne ? Alors a priori c'est un accident du travail, donc qui devra après être pris en charge comme tel au titre des accidents du travail. Donc concrètement, tout ce que je fais, même si c'est à mon domicile, pendant mes heures de travail, à partir du moment où il est clair et déterminé et déclaré que c'est du télétravail, ça fait partie des accidents du travail ou de ce Tout qui à sera. fait, oui, tout à fait. D'accord, donc ça au moins c'est très bien, comme ça c'est extrêmement clair. Il y a un autre sujet qui préoccupe beaucoup de nos auditeurs et des lecteurs du magazine Management, c'est surtout en ce moment avec le prix de l'énergie, avec l'hiver qui a démarré, même s'il démarre Oui. longuement et lentement cette année. Je suis chez moi, ça veut dire que je vais devoir chauffer beaucoup plus longtemps, sur des amplitudes horaires beaucoup plus larges qu'auparavant. Alors l'entreprise, c'est bien, du coup, elle peut travailler sur la sobriété énergétique, un peu moins du coup. Est-ce que je peux demander à mon employeur de payer ma facture d'électricité ? Est-ce que lui peut le refuser ? Il y a deux cas de figure distincts. Il y a le cas de figure dans lequel l'employeur ne met pas un bureau à disposition du salarié. C'est les gens qui sont en 100% télétravail. Historiquement, c'était le cas des salariés itinérants qui n'avaient pas de bureau à leur disposition. Là, il faut qu'il y ait une indemnité spécifique au titre de l'occupation du domicile. Si c'est pas le cas, si on est en flex office, qu'il y a effectivement un bureau à disposition, il n'y a pas cette indemnité. Par contre, l'employeur a l'obligation générale de prendre en charge les frais professionnels. Et donc, c'est vrai que là, il va falloir faire une espèce de calcul sur quel est le montant qui est pris en charge par l'employeur. Voilà, donc soit l'employeur propose un système un petit peu de frais réels, avec une espèce de clé de calcul, de méthode de calcul, Ouais. soit on est sur un montant forfaitaire, et là on a l'administration de l'URSSAF, donc des cotisations sociales, qui nous dit écoutez, si vous appliquez tel ou tel forfait, on considère que c'est bien des frais professionnels, et donc ce ne sera pas considéré comme du salaire, ce ne sera pas assujetti à cotisation sociale. Donc c'est en effet une question qu'on a aujourd'hui, et qui là sans doute avec l'augmentation des prix du gaz va devenir beaucoup plus aiguë. Oui, très clairement, parce que déjà pendant la crise de Covid-19, pendant les premiers
moment de confinement, la question se posait beaucoup. Et là, ce que vous nous dites, c'est ce qui est possible avec les employeurs, mais c'est pas forcément cadré de manière précise ou définitive dans le droit du travail. Il peut y avoir des litiges si un Tout employeur à fait. a Ouais, tout à fait. C'est que le principe, voilà, le principe général est très clair. Après, voilà, c'est toujours un petit peu l'éternelle question des frais professionnels. Où est-ce que ça, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence? Et là, c'est vrai qu'à fortiori, voilà, pour la question du domicile, bah, on se doute bien que forcément, la personne, il faut aussi qu'elle chauffe. Bah, a priori, elle n'a pas nécessairement besoin de chauffer tout son domicile quand elle est en télétravail. Enfin, tout dépend de la taille du domicile, du nombre de pièces. Et puis forcément, bah, de toute façon, la nuit, elle chauffe, et puis le week-end, elle chauffe aussi. Donc ça relève pas des frais professionnels. Donc c'est vrai qu'il y a des employeurs qui, de ce fait-là, proposent un peu des espèces de clés de calcul, ou alors un montant forfaitaire. Euh, on a pour le moment, le contentieux qu'on a, c'est surtout des employeurs qui proposent aucune indemnisation, aucun remboursement de frais. Ouais. Hein, donc là, c'est vrai que bah, assez logiquement, à partir du moment où les salariés peuvent démontrer que bah, nécessairement ce télétravail, ça leur occasionne des frais, bon bah du coup ils obtiennent gain de cause. Mais on n'a pas vraiment en ce moment de débat, vous voyez, sur je considère que ça me coûte 25 euros, vous ne me remboursez que 15 euros, donc je vous demande la différence. Ça, ni la jurisprudence, ni à ma connaissance les partenaires sociaux sont entrés dans l'examen de la clé de calcul du montant des frais professionnels. C'est vrai que ça c'est plus compliqué, c'est sujet à plus d'interprétation, et puis bon, il y a un enjeu économique qui est aussi moindre pour les salariés. Hein. Là, du coup, on serait uniquement sur le différentiel entre ce qu'on estime comme Consommé coût habituellement. et ce qui nous est remboursé. Hein, c'est sûr que si on est remboursé zéro, on a quand même un intérêt beaucoup plus évident à réclamer quelque chose que si on est déjà remboursé. Alors une question maintenant sur les normes, maître Flamand. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris spécialisé en droit du travail et donc vous le savez, tout comme les services ressources humaines et les services généraux dans les grandes entreprises le savent, il y a beaucoup de normes dans une entreprise, on ne s'en rend pas toujours compte, mais le Code du travail impose certaines tailles de bureaux, certains espaces entre des bureaux. Là, cette fois-ci, tout ça, ça n'a plus lieu d'être lorsqu'on est à la maison finalement. On ne peut pas dire chez moi, j'ai pas la place, donc je ne peux pas faire de télétravail, ou on peut. Ah, on peut parce qu'il faut l'accord du salarié. Hein. Donc ça, quelqu'un qui considère qu'il n'a pas la possibilité de faire du télétravail chez lui peut refuser de faire du télétravail. Ça, c'est très clair. Il faut son accord. Alors, c'est vrai qu'en effet, on a un code du travail qui a été écrit en bonne partie en ayant en tête le fonctionnement d'un atelier industriel il y a un siècle, hein, à peu près. Et c'est vrai qu'on voit qu'un certain nombre de dispositions du code du travail, par exemple dans les métiers de prestataires de services, sont pas toujours adaptés. Alors a fortiori pour les gens qui travaillent depuis chez eux. Donc ça, c'est vrai que c'est sans doute autant la majorité des dispositions du code du travail sont finalement pas problématiques et s'appliquent. Hein. Parfois, les gens ont le sentiment que parce qu'on est en télétravail, on s'organise comme on veut, on travaille quand on veut, on fait les horaires qu'on veut, etc. Non, c'est quand on est en télétravail, c'est la même durée du travail qui est applicable. Hein. Si on est à 35 heures, il faut faire 35 heures. On n'est pas censé travailler le dimanche, etc. Enfin, toutes les règles de la durée du travail et du code du travail s'appliquent, ce qu'on oublie parfois. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais là, vous me parlez de la durée du travail. Les horaires aussi doivent être respectés. Si l'employeur demande qu'on travaille de 9 heures à midi et de 13 à 17, on doit respecter Oui, ça ou c'est un oui, peu... tout à fait. Hein. Le principe, c'est que on applique les mêmes règles à la maison que sur le lieu de travail. Et ça, c'est vrai que parfois sur la durée du travail, on a le sentiment que télétravail équivaut à une liberté totale. C'est pas le cas. Il faut suivre normalement le même rythme, et puis surtout éviter. Alors, on sait que c'est un petit peu, parfois un petit peu théorique, puisque forcément les salariés, bon, en général, on ne les contrôle pas en permanence. Mais en tout cas, voilà, souvent les employeurs essayent d'être attentifs à faire en sorte que les salariés commencent pas à travailler de façon décalée, à travailler la nuit, à travailler le week-end. Et souvent, on met en place, dans le cadre du droit à la déconnexion, des règles qui précisent clairement
dans quelle plage horaire est-ce que on peut être contacté, dans quelle plage horaire on ne peut pas être contacté, et dans quelle plage horaire est-ce qu'il faut qu'on soit disponible immédiatement. Je retiens cette phrase: «Ce qui s'applique dans l'entreprise s'applique aussi lorsqu'on est à la maison, en télétravail». Au moins, c'est simple et facile à retenir et à comprendre. Une autre question, nous avons, lorsqu'on enregistre, les épisodes de ce podcast, le journal du télétravail, Maître Flamand, régulièrement des, chefs d'entreprise ou des chefs de service qui travaillent sur cette thématique, qui nous disent que ce serait intéressant à terme de pouvoir avoir un système, comment dire? Des organismes, indépendants, bien entendu, de l'entreprise, mais qui pourraient aller au domicile des gens pour vérifier que tout correspond bien, en termes de normes. Parce que vous me disiez tout à l'heure: «Je peux refuser de faire du télétravail en disant: "Non mais chez moi c'est trop petit"». Mais un employeur pourrait parfois, on espère que c'est rare, mais être suspicieux, vouloir vérifier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut appeler de ses vœux ou est-ce qu'on va trop loin? Non, je pense qu'en effet, c'est un développement peut-être prévisible. C'est vrai que pendant longtemps, le télétravail, ça a été euh, assez limité. C'était pour des métiers un petit peu particuliers, c'était pour les commerciaux, c'était ponctuel. Là, on voit qu'on est en train de passer dans un recours, voilà, beaucoup plus important. Les salariés sont demandeurs, un certain nombre d'entreprises s'organisent en flex office. Et comment on fait dans ce cas-là pour s'assurer que les salariés vont bien, que leur poste de travail est adapté, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, etc. Quand on est au bureau, bon bah il suffit que le manager, le chef d'entreprise, voilà, quand il fait un tour dans les locaux, qu'il va voir ses collaborateurs, il voit bien s'il y a un problème de porte cassée ou de fenêtre au travers de laquelle il pleut. Alors que quand on a quelqu'un en télétravail, a fortiori c'est du 100%, bah voilà, de temps en temps on voit ce qui se passe en visio, mais on ne sait pas très bien comment ça se passe en vrai. Et ça peut être finalement voilà une façon de s'assurer du respect des règles, mais aussi de la bonne santé physique et mentale des salariés, que de s'assurer un peu de l'état de leur lieu de télétravail. Donc on pourrait tout à fait envisager ça. Souvent, les salariés, au moment du démarrage du télétravail, s'engagent à ce que ils aient un poste de travail dédié, qu'ils soient installés dans de bonnes conditions, qu'ils aient un internet haut débit. Hein. Donc c'est vrai que souvent il y a un certain nombre d'engagements qui sont formalisés comme ça entre le salarié et l'employeur. Mais pourquoi pas prévoir contractuellement entre le salarié et l'employeur la possibilité ou l'obligation de faire une visite, qui n'est pas forcément pour contrôler, hein, mais pour s'assurer que bah, déjà au niveau électrique, il n'y a y a pas de risque, il y a pas de danger, et puis que le télétravail se passe dans de bonnes conditions pour la santé du salarié. Bon, si je résume et si je vous comprends bien, maître Flamand, il n'est pas nécessaire de créer, en plus du code du travail, un code du télétravail. Il y a des choses qui s'ajoutent, qui vont s'ajouter. Vous avez parlé de la jurisprudence à 2 reprises, qui au fur et à mesure, finalement, documente et alimente le sujet d'un point de vue organisationnel et juridique. Une question pratique, vous, ce que vous constatez depuis maintenant 2 ans et demi, où le télétravail s'est largement généralisé dans notre pays, est-ce que c'est source de conflit entre les employeurs et les employés ou pas du tout, voire même au contraire? Comment est-ce que vous le ressentez? Bon, je pense qu'il y a une période très particulière liée à la pandémie, hein, où bon bah il y a eu un retour dans les bureaux qui a été parfois compliqué parce que finalement le retour dans les bureaux a été le moment de réaliser bah, que certains salariés avaient pas envie de reprendre le travail, que d'autres finalement ça a été l'occasion de faire un peu l'évaluation de ce qu'ils avaient fait au cours de ces dernières années, donc des derniers mois. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de contentieux qui ont émergé suite au retour dans les bureaux. Il peut aussi y avoir eu des salariés assez déçus de nouvelles conditions de travail dans le cadre d'un passage en flex office. Là, voilà, j'ai le sentiment qu'on s'oriente sur un télétravail de type 1 à 2, 3 jours par semaine, et donc qui permet quand même de garder un lien avec l'entreprise, avec son management, et du coup que de part et d'autre, voilà, professionnellement, on continue à avoir un échange d'informations, et puis que aussi en ce qui concerne voilà la santé, le bien-être des salariés, bon bah forcément les managers, les chefs d'entreprise
voient, si vous voulez, ce qui se passe et puis peuvent remédier, voilà, plus facilement aux petites problématiques un petit peu relationnelles, par exemple. C'est vrai que c'est plus facile de le faire quand on voit les gens au bureau régulièrement. Merci beaucoup, Maître Flamand, d'avoir répondu aux questions du Journal du télétravail aujourd'hui. Je vous en prie. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialisé en droit du travail. On vous retrouvera bientôt, je n'en doute pas, pour un prochain épisode de ce podcast. Et puis on vous retrouve également régulièrement dans les colonnes du magazine Management. Le Journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez sur le site capital.fr et sur toutes les applications de distribution et d'écoute gratuite de podcasts. Si vous voulez nous joindre, si vous voulez nous proposer des sujets ou discuter avec nous, vous pouvez nous écrire par email lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.